Voilà, j'ai une voix. Bonjour, voilà ma voix. Merci d'être venus si nombreux à cette longue conférence, grande session qui va durer 2 heures jusqu'à midi et demi avec Google. On va parler multi-écran, c'est plutôt eux qui vont vous en parler. Ils ont des invités, ils ont une belle présentation à vous faire. Vous allez pouvoir interagir et il y a un temps de questions-réponses qui sera prévu à la fin. Et il y a aussi un système de questions interactives pendant la conférence sur une plateforme téléphonique dont vous verrez le numéro s'afficher si vous voulez poster des questions par SMS avec un dièse à composer après le numéro, ou alors sur une plateforme que nous avons installée qui s'appelle livee.com, livee.com. Voilà pour l'introduction. Je vais laisser nos invités commencer rapidement puisque c'est pour eux que vous êtes venus. Et je vous souhaite une belle conférence. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Avant de commencer, on voulait juste remercier toute l'organisation du Salon e-commerce pour son accueil à l'occasion de cette nouvelle Google Academy. La Google Academy du jour, elle va traiter un sujet assez pointu, comme l'année dernière. Et cette année, ce sujet, c'est le parcours client multi-écran. Enjeux, mesures, optimisation, tout un programme. Si vous avez la moindre curiosité concernant vos speakers du jour, Arnaud et moi cumulons une dizaine d'années d'expérience dans tout ce qui est data et plus précisément la mesure et l'optimisation des dispositifs digitaux. Et chez Google, on s'occupe d'une initiative qui s'appelle le Conversion Lab et qui vise à accompagner de manière assez globale le marché et ses intervenants dans toutes les transformations digitales qui sont venues et à venir pour la suite. Alors, qui dit Académie dit learnings, et dans tous les learnings du jour, voilà ce que vous allez ramener à la maison. Voilà ce que vous allez apprendre. Alors, d'abord, vous allez avoir une compréhension globale de la mutation du marché qui est en train de s'opérer à ce niveau-là. La deuxième chose que vous allez ramener, c'est une connaissance plus concrète sur les implications de cette mutation sur les outils de suivi aujourd'hui et Google Analytics en particulier. Ensuite, on aura un exemple concret d'application. Donc, le cross-device, c'est quoi aujourd'hui pour un client et pour un retailer français? On a la chance d'avoir des speakers de grande qualité qui viendront nous rejoindre et qui viendront partager une expérience avec vous. À ce niveau-là, je n'en dis pas plus. Et puis, en dernière partie, un détail assez concret, c'est aussi ça, l'Académie, apprendre des choses concrètes sur les outils qu'on a déjà sur son site, ce qu'on peut en faire, comment est-ce qu'on installe, comment est-ce qu'on l'utilise. Et donc là, ça sera sur le fonctionnement, l'implémentation et l'utilisation de l'outil cross-device de Google Analytics au travers d'une explication théorique et puis d'une démo dans l'interface directement. Ça vous va? Bon. Sans plus attendre, je propose à Arnaud de prendre la parole et de vous parler un peu de consommateurs connectés. Merci Bertrand. Alors, avant de passer sur nos outils de mesure cross-device, parlons un peu du consommateur connecté. Je vais prendre le clicker. Merci. Et pour ça, on va partir d'un constat. Le constat, c'est que le consommateur aujourd'hui est connecté, la France est connectée. Plusieurs chiffres pour illustrer un peu tout ça. On a aujourd'hui 46 millions d'internautes qui se connectent donc depuis leur desktop. On a un peu plus de 29 millions de mobinautes et un peu plus de 10 millions de personnes qui accèdent à Internet via leur tablette. Ces chiffres sont impressionnants. Ces chiffres sont également en croissance. Si on regarde les tablonautes, on a une croissance de 100%. Les mobinautes, une croissance de 33%. Donc les chiffres sont clairement très, très impressionnants. Si on regarde en termes d'évolution des profils d'internautes, les mobinautes se rapprochent de plus en plus du profil moyen d'un internaute. Donc réservé au début à des early adopters, on arrive aujourd'hui sur en gros des profils qui ressemblent de plus en plus à l'internaute moyen et qui contribuent en tout cas
à connecter davantage la France. Alors du coup, on a des chiffres qui sont assez amusants. 3/4 des Français qui ont un smartphone nous disent ne plus sortir de chez eux sans leur téléphone. C'est des comportements qui nous feront peut-être écho. C'est un phénomène qui va s'accentuer davantage. J'ai repris ici une carte d'un grand opérateur français qui montre la couverture 4G. La 4G va clairement développer davantage les usages Internet en mobilité. Et donc, c'est un phénomène qui va avoir encore plus d'ampleur. Parlons justement des usages. Avec cette connectivité, cette connexion des Français à Internet, on voit clairement des usages de consommation média qui vont changer. Les usages changent. On a 80% des mobinautes qui ont un usage quasiment quotidien de leur Internet mobile. Donc ça a vraiment un impact important sur la manière d'accéder à Internet. Et un chiffre qui est intéressant et qui préfigure ce qui va se passer en France, c'est un chiffre qui vient des États-Unis. Les jeunes Américains, donc les Américains de 18 ans, passent désormais plus de temps sur Internet que derrière leur télévision. Donc là, il y a vraiment une mutation qui s'opère, et en tout cas qui nous donne une idée de ce qui peut se passer en France prochainement. Et donc, toutes ces mutations digitales, Google, on est un bon observateur pour voir ce qui se passe. J'ai repris ici un site qui s'appelle Google Trend, ou Google Tendance des recherches, que vous connaissez peut-être. C'est un site qui nous permet, quand on tape une requête, de regarder quand est-ce qu'elle a été recherchée. Et donc, ça donne pas mal d'informations sur les consommateurs connectés. Alors ici, j'ai pris une requête. Je ne sais pas si vous avez une idée de ce que c'est cette requête. Si... Il y en a qui veulent se lancer. Alors, j'entends pas. C'est la Coupe du Monde de foot, exactement. Donc, c'était la Coupe du Monde au Brésil. Et donc, ça a généré un pic de requêtes. Ça, c'est habituel. Mais ce qui était particulièrement intéressant lors de cette Coupe du Monde, c'est qu'elle était énormément suivie sur le mobile. On a vu en effet que plus de 30% des requêtes liées à la Coupe du Monde étaient faites depuis un terminal mobile. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant puisqu'en termes d'usage, les gens ont pris l'habitude d'utiliser leur mobile derrière la télévision pour avoir un contenu qui est plus interactif et pour se renseigner davantage. Et donc ces 30% de requêtes qui viennent depuis le mobile pour la Coupe du Monde, ça préfigure ce que peut être le reste des requêtes. On pense que d'ici 2015, c'est des choses qu'on devrait pouvoir atteindre. Et donc du coup, c'est quelque chose qui est majeur, du coup, ce mobile. La conséquence, c'est qu'en termes d'usage, on revoit ça dans les études qu'on a pu mener. Donc une étude qui s'appelle Our Mobile Planet, qui est une étude qui est disponible publiquement en ligne. Et on voit qu'un peu plus de la moitié des Français vont faire des recherches quotidiennement sur leur smartphone. Donc ce qui était très spécifique à la Coupe du Monde, c'est quelque chose qui est général et qui touche tous les domaines, en particulier la recherche de produits, ce qui peut nous intéresser en tant qu'e-commerçants aujourd'hui. Si on regarde comment les consommateurs recherchent depuis leur smartphone, on voit que le côté local est prépondérant. On a 88% donc, des utilisateurs de smartphones qui vont avoir fait une recherche locale. Et le chiffre est une tautologie. On a bien sûr des GPS qui sont intégrés sur nos téléphones et c'est du coup quelque chose qui est très riche pour faire des recherches locales. Et une recherche sur 3 va avoir lieu dans un contexte local, donc ça c'est énorme et c'est bien plus important que sur des recherches sur un ordinateur fixe à la maison par exemple. Si on regarde où les internautes, les mobinautes vont faire des recherches, c'est intéressant de voir une grande diversité. Déjà, la première chose qui peut être surprenante, c'est que près de la moitié d'entre eux font des recherches depuis la maison, alors qu'on est sur un device qui est lié à la mobilité. Et sinon, un peu plus de la moitié, on va les faire en déplacement, dans les magasins, intéressant donc pour les commerçants, et dans les transports. Ça, c'est une étude en Mobile Planet que vous pouvez retrouver. J'ai mis un QR code, je ne sais pas si vous arrivez à le flasher, mais vous avez donc tout un tas de chiffres qui viennent du coup expliquer les comportements, les usages des mobinautes. Donc je disais,
les nouveaux produits sur lesquels on peut travailler donc, chez Google vont aller dans le sens de faciliter la recherche sur le mobile. Je vais donner ça. Pour ça, vous connaissez peut-être l'application Google Now. On a donc plusieurs fonctions qui vont aider à faciliter les recherches depuis le mobile. On a lancé donc la recherche par conversation, c'est-à-dire que sur un petit écran avec un petit clavier, c'est pas toujours évident de taper des requêtes qui sont complexes. Et donc on va pouvoir parler à son téléphone pour faire des recherches qui sont complexes. Je vais vous donner un exemple. OK Google, quel temps fait-il à Paris aujourd'hui ? Alors, encore faut-il que ça marche, je vais refaire une tentative. OK Google, quel temps fait-il à Paris aujourd'hui ? Prévision concernant Paris pour aujourd'hui, 19 degrés avec un Voilà. ciel principal. Donc, ce qui est intéressant, c'est que j'ai posé une question qui est très longue, qui m'aurait mis du temps si j'avais dû la taper. Et donc, j'ai une interaction directe en mode conversation avec mon terminal. Et ça, c'est intéressant, puisqu'en termes d'usage, ça va venir faire exploser les usages. L'autre chose, c'est mon mobile est un device qui est très très riche. J'ai tout un tas d'informations de contexte qui sont dans mon mobile, notamment la position. Et donc, je peux faire un test. OK, Google, combien de temps pour aller à la Tour Eiffel ? Vous vous trouvez à 15 minutes du lieu, Tour Eiffel. Voilà. Donc, je suis à 15 minutes du lieu, la Tour Eiffel. Et pour ça, Google a utilisé mon contexte, à savoir donc, la localisation où je suis, pour me fournir une réponse qui est pertinente. Autre chose, c'est que Google va pouvoir anticiper les recherches et me dire par exemple que il faut que j'aille au salon e-commerce en me proposant du coup une notification. Et là, on n'est même plus dans la recherche, c'est Google qui va pousser automatiquement une notification. Donc tout ça va contribuer à développer davantage les requêtes mobiles et les usages mobiles. Et vous pouvez retrouver, si vous voulez faire des tests, peut-être pas maintenant, l'application Google qui reprend ces fonctionnalités, c'est assez intéressant. Donc, on voit que ces usages se développent sur mobile, que la recherche se développe, qu'elle est facilitée via nos nouveaux devices et les nouvelles applications. En revanche, encore faut-il que les sites derrière des e-commerçants puissent être optimisés sur le site mobile. Alors, le chiffre n'a rien de surprenant, mais presque 3/4 des utilisateurs nous disent avoir besoin d'un site mobile optimisé pour avoir une expérience qui soit fluide sur leur smartphone. Et inversement, du coup, pareil, 3/4 nous disent qu'ils reviendraient plus facilement si le site était optimisé. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, d'être capable d'aller chercher donc, les mobinautes en leur proposant une expérience dédiée, une expérience optimisée. Pour ça, on a travaillé donc chez Google à recenser les bonnes pratiques sur l'ergonomie mobile. Donc c'est un white paper qu'on a émis qui s'appelle en gros les bons principes de design de site mobile, auquel vous avez accès. C'est un document qui est public et qui peut donner en tout cas les clés pour aller optimiser l'expérience sur le mobile. Si on regarde du coup les achats, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Bien sûr, un site optimisé va favoriser les achats. Donc 67% nous disent oui, si le site est optimisé, je vais avoir plus de facilité à réaliser des achats. Et combien de fois on a été sur un site pour acheter quelque chose qui n'était pas optimisé, on voit que l'expérience est très très difficile, voire impossible parfois. Et du coup, ça c'est intéressant parce que si on regarde les taux de conversion sur les sites mobiles, en moyenne, nous d'expérience qu'on voit, c'est que les taux de conversion sont 3 fois plus faibles sur le mobile. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Alors, il y a plusieurs choses. On voit que déjà les problèmes d'optimisation sur le support mobile expliquent en grande partie ce chiffre. On a quand même un petit peu d'espoir. Si on regarde aux États-Unis, ce ratio 1:3 est en train de se réduire. Le site mobile devient presque aussi performant que sur les sites desktop. On voit aussi des acteurs qui s'en sortent très très bien sur le site mobile. Je pense par exemple à des acteurs de la vente événementielle, les ventes privées, qui réalisent presque la moitié de leur chiffre d'affaires sur le site mobile, et donc avec une conversion qui s'opère très très bien. Mais
on pense qu'il va falloir regarder peut-être le mobile, pas uniquement pour le m-commerce, pour les conversions qui sont générées sur le mobile, mais pour l'ensemble des conversions, parfois des conversions indirectes, dans lesquelles le mobile peut faire partie. Alors on va regarder un petit peu quelles sont toutes ces composantes. La première, c'est l'online to store. Donc toujours dans une étude où on a interrogé donc 1000 mobinautes, on a regardé sur les personnes qui recherchaient donc des informations sur mobile, ce qu'elles faisaient, et dans 60% des cas, elles nous ont expliqué s'être rendues dans l'entreprise, dans le magasin, après avoir fait une recherche sur le site mobile. Et ça, c'est des choses qu'on peut valoriser. Certes, le mobile ne va pas faire une vente en ligne, mais quand on a un retailer qui a un réseau de magasins, le mobile est un outil formidable pour amener des gens en boutique. Et ça, après, ça pose le problème de mesurer et du coup de réattribuer un peu de valeur au mobile. Un autre exemple, c'est l'appel à un service client. Si je suis une banque et que je vends des produits très complexes, c'est sûr qu'on n'arrivera pas à faire une conversion sur le site mobile. En revanche, la conversion va consister à appeler un service client. Et donc ça, pareil, dans l'étude qu'on a menée, 45% nous disaient appeler l'entreprise ou le magasin. C'est vrai également pour se renseigner sur des horaires d'ouverture de magasin, la disponibilité de produits en magasin. C'est des choses pour lesquelles le mobile est un outil formidable. Et encore une fois, c'est des choses qui peuvent être valorisées ici. Mais surtout, et c'est vraiment le sujet clé de cette Google Academy, c'est qu'on passe souvent donc d'un écran à l'autre pendant nos parcours d'achat. On était très content quand, en gros, il y avait un seul écran, puisqu'on avait une vue utilisateur qui était assez simple. On mettait des cookies, on voyait ce qui se passait, et on était capable de dire si l'acquisition, par exemple, était efficace ou pas. Or, je rappelais donc la multiplication du nombre de devices, et j'ai parlé que des mobiles et des tablettes, mais demain on peut imaginer les Google Glass, on peut imaginer les consoles de jeux vidéo, on peut imaginer la télévision connectée. Internet va être un petit peu partout, et donc du coup, on va éclater le surf sur tout un tas d'appareils. Et le problème, c'est qu'on n'est plus capable d'attribuer du coup les ventes au bon device. Et ici, donc, une étude qu'on a menée, donc, sont des chiffres qui viennent des États-Unis. On a un peu plus de 2 tiers des Américains qui commencent un parcours sur un écran et qui vont le terminer sur un autre écran. Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui, puisqu'on ne sait pas le suivre et on ne sait pas réattribuer du coup la valeur de chacun des écrans. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que le smartphone, le mobile, est principalement un écran qui va commencer des achats. Le mobile, c'est l'écran de la spontanéité. Si je vois un produit qui m'intéresse ou dans une discussion qu'on parle de quelque chose qui m'intéresse, c'est souvent le réflexe qu'on a de sortir son mobile pour aller voir si en l'occurrence, si c'est un produit qui est disponible sur Internet, où est-ce que je peux l'acheter. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va l'acheter immédiatement. Et ici, sur les chiffres qu'on a, on voit que donc, sur 65% qui commencent sur un smartphone, il y a la grande majorité qui vont acheter sur un ordinateur fixe. Et donc ça, encore une fois, c'est un vrai problème, parce que si on regarde toujours nos conversions sur le site mobile, elles risquent d'être très mauvaises, alors qu'encore une fois, le mobile ici va contribuer à réaliser des ventes en ligne. Et donc, c'est tout l'enjeu de ce qu'on va vous présenter. C'est tout l'enjeu donc de la mesure multi-écran. On va vous montrer les solutions que Google peut proposer pour appréhender ce phénomène. Et je vais laisser la parole à Bertrand qui va nous parler de tout ça. Merci Arnaud pour cette chouette introduction. Donc vous l'avez compris, on introduit les concepts centrés sur le mobile, mais pas que. Donc, on a le mobile et on a tous les comportements et le contexte qui va avec le mobile qui sont à prendre en compte quand on est un e-commerçant aujourd'hui et quand on veut être le e-commerçant de demain. Si on essaie de conceptualiser ça et de voir quels sont les grands sujets sur lesquels il faut qu'on progresse ensemble, sur lesquels il faut qu'on s'appuie pour générer du chiffre d'affaires et de la rentabilité demain, voilà ce qu'on a. On a un utilisateur qui va venir sur votre site, il va venir une fois avec son téléphone portable, sur le chemin du travail. Au travail, à la pause de midi, parce que c'est quelqu'un de sérieux, il va se reconnecter à votre site, deuxième connexion. Et il n'a toujours pas trouvé ce qu'il voulait. Donc il continue sur son mobile, forcément, sur le chemin de la maison. Là, il a trouvé, mais l'expérience qu'il a sur mobile n'est pas satisfaisante, puisqu'il a envie de comparer, il a envie de voir plus d'offres. Il va aller sur son ordinateur personnel pour suivre ça. Ordinateur, tablette, etc. Le lendemain, ça y est, il est décidé. Il
continue sur son desktop de bureau. Il ne termine pas la transaction parce on l'empêche de terminer au dernier moment. Il va terminer sur mobile. Donc on a un parcours client qui est fondamentalement multi-device. Les points de contact entre le client et votre marque en ligne vont s'effectuer au travers de différents écrans tout au long de la vie de l'utilisateur. Si c'était que ça, ce serait simple. Si ce parcours, en fait, se termine pas sur le téléphone portable, mais se termine hors ligne, donc se termine dans le magasin, on a une deuxième dimension de ce parcours client qui est la dimension multicanal. Et malheureusement, ce n'est pas si simple que ça, parce qu'au cours de chaque touche que le client va avoir avec votre dispositif digital, il va employer un mode d'accès, un vecteur qui sera différent. La première touche, elle sera peut-être sociale. C'est peut-être de la recommandation. Donc, il sera venu sur votre site suite à une recommandation. Une fois qu'il connaît votre site, il va faire du search. Un lien payant, un lien gratuit, qu'importe, mais il va revenir une fois, deux fois par le même moyen. La troisième fois, c'est peut-être vous qui allez l'engager. Vous qui allez l'engager avec un email, avec un retargeting, avec une manière de le faire revenir sur le site et confronter à cette offre. Une fois qu'il est face à l'offre, il va revenir de manière directe, etc. Et là, on a une dimension du parcours qui est évidemment multisource. Donc vous voyez bien que cette problématique de mobile et de multi-écran, elle s'intègre exactement dans la problématique qu'Arnaud a effleurée dans sa première partie, qui est celle plus large d'attribution. Notre objectif avec ça, c'est 1, de comprendre l'utilisateur pour mieux le servir, c'est 2, de mesurer ces différentes interactions pour pouvoir mieux calibrer nos investissements, mieux calibrer nos efforts en ligne et hors ligne dans cette dimension. Alors, on a des chemins qui sont complexes. À cette complexité s'ajoute un deuxième niveau de complexité qui est celui des dispositifs et des interfaces. Si on essaye de catégoriser et de mettre sur une carte un peu les vos différents assets, on va avoir ça. On va avoir d'un côté du online et on-site. Vous avez la pierre angulaire en fait, de vos dispositifs, vos sites, sites mobiles, sites desktop. C'est la place centrale et la pierre d'angle de tous vos dispositifs digitaux. Côté offline, en fait, on a des événements comme celui-là qui viennent nourrir un peu ces dispositifs digitaux ici. Donc on a des événements, on a du print, on a des choses qui peuvent venir nourrir ces dispositifs. En dehors du site, mais toujours online, on a tout ce qui est plateforme sociale et plateforme digitale. Ça aussi, ça fait partie de vos assets. Donc ça aussi, c'est votre identité de marque, votre identité digitale et une manière d'interagir avec vos clients à ce moment-là. Et donc, d'un côté, on a les plateformes sociales. De l'autre, on a tout ce qui est applicatif et qui va se placer là. Et derrière, toujours offline et en dehors du site, on va avoir tous les liens que peuvent avoir les consommateurs en dehors du site, mais qui auront été débutés sur un site ou sur un dispositif en ligne. Et on va avoir évidemment du call center et de la conversion en magasin. Donc vous comprenez qu'avec une complexité des chemins d'un côté et une complexité des dispositifs de l'autre, on a besoin d'une solution pour réunir la mesure de tous ces dispositifs et pour aller plus loin ensemble. Là-dessus, on a deux questions qui vont se poser. Deux questions qui sont évidemment business, parce que faire des solutions pour faire des solutions, ce n'est pas notre but. La première question, elle est média. Pourquoi média? Parce que l'ensemble de votre investissement est média. Et cette question média, c'est la suivante. C'est comment mesurer et optimiser de manière pertinente mon mix média en sachant tout ça. En sachant que les contacts de mon consommateur sont multiples, ils vont être multi-écrans et ils vont potentiellement être online et offline. La deuxième question, elle est site-centrique. Et on ne devrait même pas s'arrêter au site-centrique, elle est asset-centrique ou dispositif-centrique. C'est comment est-ce que j'arrive, avec cette connaissance, à améliorer l'expérience globale de mon utilisateur. Entre le premier contact et le contact final, lui donner une expérience sans accroc au travers des différentes plateformes et des différents sites qu'il va rencontrer dans son parcours d'achat. Et donc ça, vous l'aurez compris, ça impose dans la mesure et dans l'analyse un certain changement de paradigme. Le changement de paradigme qui nous fait passer de la visite, une visite qui a une source de trafic, une caractéristique, mobile, non mobile ou pas, et un succès ou un échec, est-ce que la personne a converti ou pas, à une vision qui est plus proche
des visiteurs, où là, on considère le visiteur dans sa globalité et dans l'ensemble de son parcours, et on se demande, pour ce parcours, quelles sont ses caractéristiques, et est-ce que ce parcours-là est couronné de succès ou pas. Pour accompagner ce changement de paradigme, on a des solutions qui ont muté au travers du temps, en même temps que le consommateur a muté et que notre manière de l'adresser a changé. Si vous vous rappelez, 1996, c'est le début de l'Internet, on a des logs. Et là, la mesure de la performance, ce n'est pas tant la mesure de la performance digitale au sens de mesure de la performance des investissements digitaux, mais c'est plus la performance des serveurs et du site. Donc c'est la manière ou la mesure de est-ce que mon site s'affiche ou pas, rapidement ou pas pour mon utilisateur. 1998, le web se développe et on a une petite société qui s'appelle Urchin, qui résout le problème épineux, tel jeu de mots, hein, Urchin ça veut dire oursin, le problème épineux de la mesure de la performance digitale, mais cette fois-ci du côté du marketing et non plus du côté de la SI. Et cette solution, elle présente pour la première fois des tableaux de bord qui vont vous indiquer si votre média est performant et si votre site fonctionne. 2005, pas très longtemps après, Google rachète cette solution. Urchin la développe et sort Google Analytics. Donc Google Analytics, la première solution de suivi du visiteur en ligne, gratuite et accessible à tous. 2014, c'est aujourd'hui, on a une solution qui s'appelle Universal Analytics, qui n'est rien d'autre que l'évolution majeure de Google Analytics, sortie cette année, qui accompagne l'évolution du consommateur. Et cette évolution du consommateur, elle passe de la page, donc du suivi d'interaction individuelle, à la visite, où on va réunir différentes pages, différentes actions réalisées sur le site, au visiteur. Donc on change de scope d'analyse. Avant, on regardait la page, avant, on regardait la visite. Maintenant, on va essayer de regarder le visiteur. Et pour nous illustrer tout ça, j'ai l'honneur et le plaisir d'inviter sur scène Julien Giacomara et Romain Kreter, respectivement de Galeries Lafayette et de Converteo, pour venir nous raconter un peu ce qu'ils ont fait. Merci beaucoup. Merci Bertrand. Alors, on est là avec Julien pour essayer de donner un peu de concret en fait, à toute la théorie qui vous a été présentée, puisque avec les Galeries Lafayette, on a travaillé sur justement cette question du tracking cross-device et de la mesure de ces comportements cross-device et de l'impact que ça peut avoir sur la compréhension des clients des Galeries Lafayette en l'occurrence, et du business et des investissements médias qu'on peut faire, donc fatalement, en conséquence. Alors, un premier slide de constat que globalement les e-commerçants partagent à peu près tous, c'est qu'aujourd'hui, vous avez le mobile qui représente grosso modo un quart du trafic. Alors évidemment, ça dépend. Vous allez avoir des e-commerçants qui vont être très avancés sur le mobile ou qui vont avoir des comportements qui vont vendre des produits qui s'adaptent bien au mobile, où ça sera plus, d'autres où ça sera moins, mais voilà une moyenne. Nous, ce qu'on constate, c'est que là encore, sauf cas exceptionnel, on a un taux de conversion direct sur mobile qui est beaucoup plus faible, de l'ordre d'à peu près 3 fois moins que ce qu'on peut constater sur desktop. Donc voilà, donc un e-commerçant qui aura 1% de taux de conversion sur desktop va avoir à peu près 0,3-0,35% de taux de conversion sur mobile en général. Donc ça, c'est un constat qu'on fait sur l'ensemble du marché. Sur les Galeries Lafayette, sans parler des niveaux exacts, on était à peu près sur ce type de rapport en tout cas. Donc ça fait que très naturellement, on se pose la question de dire comment je vais faire pour aller rapprocher mon taux de conversion mobile de celui du desktop.
Et là, la question qui se pose, c'est est-ce que en fait, le taux de conversion du mobile doit être le même que celui du desktop? Et comment se comportent nos utilisateurs? Et chez les Galeries Lafayette, quand on a mis en place le tracking cross-device qui est proposé par Universal Analytics, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était difficile de réfléchir en silo mobile, puisque 62% des utilisateurs qu'on avait vus sur mobile, on les avait aussi en fait vus sur d'autres devices. Ce qui n'est pas forcément vrai sur le desktop, par exemple, où on peut avoir des gens qui sont pure desktop. Sur le mobile, globalement, la majorité des utilisateurs qu'on retrouve ont des comportements cross-device. Là où c'est encore plus intéressant, c'est que ces 60% d'utilisateurs, en plus, représentent quasiment 90% du chiffre d'affaires qui avait été généré par des utilisateurs ayant visité le site depuis mobile. Donc, non seulement on est sur la majorité des utilisateurs, mais en plus on est sur quasiment la totalité du chiffre d'affaires généré. C'est-à-dire qu'il y avait finalement un très faible chiffre d'affaires pour lequel le mobile intervenait, qui était sur du pur mobile directement. Et que donc ces comportements en passant du mobile au desktop, à la tablette, on les retrouvait particulièrement chez les acheteurs. Donc la question qu'on s'est posée, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que les gens passent d'un device à l'autre? Pourquoi est-ce qu'ils ne restent pas que sur le mobile, que sur la tablette, que sur le desktop? Forcément, c'est parce que ça correspond à des usages qui sont relativement différents. Et donc, on a essayé de mapper, alors de manière assez simplifiée, à quel moment on utilise quel device. Et on a vu apparaître des choses assez intéressantes et assez parlantes. Donc, si vous prenez donc, le graphe du haut, vous avez donc la partie mobile, où en fait le mobile, on voit qu'il est fortement utilisé en début de navigation, donc pour accéder au produit la première fois, faire un premier check-up de ce qui est disponible. Ensuite, on voit que c'est souvent la tablette qui monte en force sur la partie ajout au panier, vraiment sélection finale des produits que je vais potentiellement acheter. Là où le desktop, lui, baisse un peu plus. Et où il devient extrêmement puissant, le desktop, sur la partie tunnel d'achat. Ce qui est assez logique, c'est là où vous retrouvez les formulaires, la saisie des informations bancaires, etc. Des choses soit relativement plus pénibles, soit qui réclament un peu plus de tranquillité parce que vous n'avez pas envie de saisir votre numéro de carte bleue dans le bus avec quelqu'un qui regarde par-dessus votre épaule. Donc là, le desktop remonte. Et comme c'est ça qu'on regarde, le nombre de commandes sur le nombre de visites, forcément, le desktop présente une performance extrêmement surévaluée par rapport aux autres devices. Dernier point, le mobile réintervient en général sur la partie post-commande, qui est extrêmement importante également. Donc pour aller checker où en est mon colis, est-ce que ma livraison a été envoyée, est-ce que je vais bientôt la recevoir, etc. Donc pour schématiser, notre mobile, on va l'utiliser principalement à deux moments. En tout début de recherche et sur le suivi des commandes. Donc on voit que c'est extrêmement important de réussir l'expérience sur mobile, puisque si vous loupez la première phase, les personnes, vous n'allez pas les retrouver ensuite sur tablette ou sur desktop pour ajouter au panier et acheter vos produits. Mais pour autant, on voit bien sur la courbe du mobile que la partie tunnel d'achat, elle se fait peu sur mobile et que du coup, si on regarde le taux de conversion direct du mobile, on comprend bien qu'on sous-évalue l'impact réel de ce qui a pu se passer sur ce device-là. On ne s'est pas arrêté là. On s'est posé la question de se dire, d'accord, ok, le taux de conversion du coup qu'on calcule, il n'est pas tout à fait fiable. Très bien, donc on va surévaluer quelque part le desktop et sous-évaluer le mobile. Est-ce qu'on n'a pas aussi un impact de panier moyen ? Alors c'est quelque chose qu'on entendait souvent dans des conférences comme celle-ci, de dire le visiteur cross-device, le visiteur cross-canal, c'est un visiteur qui a une plus grande valeur. Ce qu'il y a de bien avec les Galeries Lafayette dans ce qu'on a fait, c'est que du coup on a pu le mesurer. Et effectivement, on est retombé sur des chiffres assez intéressants, où on a regardé le CA qu'on avait généré sur les différents utilisateurs, en moyenne selon les devices qu'ils avaient utilisés au cours de leur parcours. On retrouve en fait les utilisateurs purement nomades, donc mobile et tablette, avec un
un CA assez nettement en dessous de la moyenne. Les utilisateurs purement desktop, qui forment le gros de notre population, qui eux sont globalement un peu aux alentours de la moyenne, mais un peu en dessous. Et tous les comportements cross-device, eux, génèrent un chiffre d'affaires supérieur. Ce qui est assez logique là encore, c'est-à-dire que vous imaginez bien que quand vous achetez un produit qui est plus cher, vous avez un panier moyen plus élevé, vous allez faire plus de visites, vous allez avoir un processus de réflexion qui est plus long, vous allez éventuellement le partager avec d'autres personnes, dans votre famille, vos amis, etc. Et donc du coup, la probabilité que vous ayez un comportement cross-device est forcément beaucoup plus élevée. Et donc il est important d'offrir à ces personnes-là une expérience qui soit globalement cohérente et qui leur permette de passer d'un device à l'autre sans couture. Donc c'est extrêmement important de ce point de vue-là. Les Galeries Lafayette avaient fait des investissements importants autour du mobile en lançant un site responsive, ce qui a apporté des fruits en termes d'amélioration du taux de conversion sur les tablettes notamment, qui s'alignent peu ou prou avec le taux de conversion du desktop. Sur le mobile, ce qu'on a constaté, c'est qu'en alignant les expériences, on garde ces comportements cross-device et le mobile reste utilisé de manière spécifique. Voilà, dans les grandes lignes. Je te repasse la main du coup pour poser des questions. Merci beaucoup Romain pour ce retour d'expérience. Ce que je vous propose, c'est que moi j'ai quelques questions et je suis sûr que vous en avez, donc on pourra en prendre peut-être à la toute fin de la session, mais j'ai déjà quelques questions pour toi, Julien. Est-ce que tu arrives à faire marcher ce micro? Oui, magnifique. Des questions digitales, support digital. Alors, ma première question, en fait, c'est juste de comprendre un peu la place du digital chez Galeries Lafayette. Parce que Galeries Lafayette, c'est le premier acteur en France à avoir implémenté cette fonctionnalité avec Google et avec Converteo. Donc, on est en tout cas ravis d'avoir pu faire ça avec vous. Galeries Lafayette, à l'origine, c'est pas un acteur digital. Donc, c'est quoi la place du digital dans le groupe Galeries Lafayette? Alors non, Galeries Lafayette, c'est pas du tout un acteur digital à la base. On peut dire que le groupe Galeries Lafayette est devenu un click and mortar à la fin des années 2000 avec le lancement du site e-commerce galerielafayette.com. Une première grosse étape a été franchie dans la stratégie digitale en faisant passer le site au responsive web design en octobre 2013. Et depuis 2014, une nouvelle stratégie a été mise en place au sein de tout le groupe. Une stratégie de transformation qui veut faire du site e-commerce la pierre angulaire de toute la stratégie du groupe. Donc on peut dire que le digital a pris une part très forte partout au Galeries Lafayette. Concrètement, ça se traduit notamment par des chiffres de croissance assez forts. En termes de chiffre d'affaires opérationnel, on a connu une croissance de 60% sur le premier semestre 2014 par rapport au premier semestre 2013. Et toujours sur la même période, on a connu une croissance de 30% de nos visiteurs uniques. Merci. C'est une belle introduction déjà. On dit beaucoup que réussir dans le digital, c'est avant tout être agile, flexible. Comment est-ce que ça s'exprime dans un groupe comme Galeries Lafayette? Au Galeries Lafayette, c'est assez compliqué d'être agile en soi parce qu'on est quand même un groupe qui est vieux, on a plus de 120 ans. On est aussi à l'international, donc il y a certaines procédures qu'on a dans dur et qui sont difficiles à oublier. En revanche, le département client omnicanal des Galeries Lafayette a cet avantage d'avoir toutes ces activités, tous ces corps de métier en interne. Que ce soit les développeurs, l'acquisition de trafic, tout se fait en interne. On ne passe quasiment jamais avec des agences, sauf dans le cas d'études, comme ce fut le cas avec Converteo pour cette étude précise. Et du coup, ça nous permet d'être maître de la donnée et d'être libre dans nos projets et dans nos prises de décision. Donc c'est un peu l'autre partie agile au département e-commerce. Magnifique. Et au niveau de l'innovation, il y a des trucs qui sont faits en interne chez vous parce que cette innovation, il faut bien aller la chercher. Si vous faites tout en interne et que vous êtes un vieux groupe, c'est difficile. Comment est-ce qu'on arrive à... Alors, il y a plusieurs valeurs qui ont été mises en avant cette année aux Galeries, en communication interne, dont l'audace d'innover fait partie.
Donc on est poussé à essayer, à lancer des projets. La prise de risque est favorisée, autant dire que... Et la logique qui est vraiment poussée auprès des collaborateurs est celle du test and learn. Essayez de nouveaux outils, qu'ils soient open source ou pas. Faites évoluer les outils, optimisez-les. Si ça rate, c'est pas grave, on passe à autre chose. Et si ça fonctionne, bah, autant s'en servir et capitaliser sur la réussite. D'accord. Si on revient un peu sur le mobile, dans l'étude, on mesure la place prépondérante du mobile dans les parcours d'achat des visiteurs. Alors certes, mais quand on est un marketeur, normalement, on n'a pas besoin qu'on fasse une étude pour nous dire ce genre de choses. On le sent un peu. Est-ce que vous avez vraiment appris des choses avec cette étude? Et si oui, quoi? Alors, pour être honnête, on n'a pas appris que nos visiteurs web utilisaient leur mobile. Ça, on s'en doutait. En revanche, les chiffres qu'a pu vous donner Romain sont des chiffres qu'on a pu mettre sur la réalité. Et au final, ça nous a apporté des arguments pour répondre à plusieurs problématiques qui avaient été soulevées par la direction. Notamment au moment du passage au responsive web design. Romain l'a dit tout à l'heure, on a constaté une forte augmentation du taux de conversion sur tablette, de l'ordre de 80%. En revanche, sur mobile, l'augmentation a été beaucoup plus faible, on n'a pas excédé les 10%. Et il y a eu du coup plusieurs problématiques qui ont été posées. Et le principal argument qui nous a permis de répondre à ce problème-là, c'était de montrer, via les chiffres fournis par Universal Analytics et la mesure cross-device du parcours des utilisateurs, que le mobile, certes, ne participait pas de la conversion finale en termes d'achat, mais participait lors des conversions intermédiaires, notamment lors de la consultation des fiches de produits, et qu'au final, le taux de conversion qui avait augmenté sur tablette et sur desktop l'avait été grâce à un parcours auquel participait le mobile. Très intéressant. Est-ce que la priorité donnée au mobile chez Galeries Lafayette, elle a été changée suite à cette étude? Elle n'a pas fondamentalement changé. Elle intervient davantage dans les discussions, dans nos décisions budgétaires. Quelques cas pratiques, je peux en citer un par exemple. On a une application, Galeries Lafayette. Via ces chiffres, il a été décidé d'optimiser encore plus notre application de manière à proposer aux utilisateurs de l'application un accès aux opérations commerciales principales qui sont menées sur le galerielafayette.com et ce donc accessible depuis l'application. Attendez, je me perds un peu là-dedans. Quelle solution vous allez mettre en place pour fluidifier l'expérience de l'utilisateur sur tous les devices? Il y a plusieurs projets qui sont à l'étude en ce moment. Celui qui est le plus avancé, ce serait celui de la persistance du panier, qui permettrait à nos utilisateurs logués de conserver les produits qu'ils ont ajoutés au panier sur une device, sur toutes leurs devices au final. Mettons par exemple que je reçois une newsletter de galerielafayette.com le matin, j'ajoute un produit de la sélection du catalogue dans mon panier. Le soir, en rentrant chez moi, devant ma télé, en surfant sur ma tablette, je retrouverai ce produit que j'avais ajouté le matin même dans mon panier et passer commande si j'en ai envie par la suite. D'accord, donc c'est très concret. Si on élargit un peu le sujet, parce qu'on parlait de magasin, on parlait de digital, mobile magasin, c'est un peu d'actualité. Est-ce que vous êtes confronté au phénomène de showrooming? C'est un phénomène dont on parle pas mal. On n'a pas trop parlé là. On parlait des parcours digitaux des utilisateurs. On se disait que commencer sur un site, il terminait assez facilement en magasin aussi. Qui dit terminer en magasin dit j'utilise mon device pour regarder les prix sur Internet, pour chercher de l'information complémentaire sur les produits. Donc c'est un peu tout ça, le showrooming. Vous y êtes forcément confronté. Absolument, oui. Comme beaucoup de brick and mortar d'ailleurs. Mais à la différence de ces autres brick and mortar, nous, on a l'avantage d'être présent en digital, d'être présent sur le web. Et on ne peut pas empêcher les consommateurs, les visiteurs de pratiquer le showrooming. C'est quelque chose de normal et naturel. En revanche, nous, tout le challenge, il est d'être présent au moment clé du showrooming réalisé par les visiteurs. Donc grâce à des stratégies médias bien ciblées, on va pouvoir... galerielafayette.com va pouvoir devenir complémentaire des forces de vente en magasin et répondre du coup à l'attente du consommateur de pouvoir trouver un produit moins cher, voire de l'avoir immédiatement si le produit est disponible directement en ligne.
Merci. Juste pour terminer, est-ce qu'on s'arrête là? Online, offline, c'est quoi la suite pour Galeries Lafayette? Vous en parlez tout à l'heure avec Arnaud. On a plusieurs sujets, mais je dirais que le plus important pour nous, ce serait la mesure de l'impact de nos investissements online sur nos ventes offline en magasin, donc les problématiques d'online to store, tout simplement. Et on est persuadé que le budget qu'on alloue à l'acquisition de trafic, à l'achat de mots-clés, qu'ils soient mobiles ou pas, a un impact sur nos ventes en magasin. Et c'est donc notre prochain grand cheval de bataille, c'est déterminer quel est le poids de ces investissements sur les ventes en magasin. Merci beaucoup, Julien, pour cette intervention. Juste avant de vous laisser descendre de la scène, donc on parlait de online to store, et on parlait de la suite. Alors j'ai mis ces 3 images, Romain. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça et ça aujourd'hui? Alors on peut faire pas mal de choses. Alors on vous avait prévu une petite démo, on a perdu la connexion Wi-Fi, mais bon, tant pis. Ce qu'on peut faire avec la première image, alors ça ne va pas forcément parler à tout le monde, c'est un peu technique, mais en gros cet empilement de composants et de circuits imprimés, vous en avez sûrement déjà entendu parler, c'est un Raspberry Pi. Donc c'est une sorte de mini ordinateur que vous pouvez acheter pour pas cher. Vous lui rajoutez un petit capteur infrarouge, détecteur de mouvement, et vous configurez ça pour un technicien chez vous qui a un peu de connaissances. Ça lui prendra pas très longtemps pour envoyer des hits à Google Analytics à chaque fois qui capte un mouvement. Alors qu'est-ce qu'on peut en faire du coup d'un point de vue purement marketing, métier? Eh bien, on peut du coup répondre à la question qui vient naturellement après le tracking sur desktop, mobile, tablette et tous vos objets connectés, c'est-à-dire comment est-ce que je fais pour mesurer ce qui se passe sur le dernier des devices, celui dont on n'a que un petit peu parlé depuis tout à l'heure, c'est-à-dire vos magasins si vous n'êtes pas des pure players. Et donc, là, c'est une installation, vous en avez pour 50 $ sur votre site e-commerce préféré. Et vous pouvez mettre en place un système qui va envoyer un événement ou un équivalent page vue à Google Analytics à chaque fois que quelqu'un va passer dans votre porte d'entrée ou va passer, par exemple, si vous avez des cabines d'essayage, vous voulez calculer le nombre de personnes qui vont essayer en disant c'est un peu l'équivalent de la joue au panier sur mon site internet. Et vous allez donc pouvoir vous donner une idée de votre trafic en magasin, de ce que les gens font en magasin. Alors bien sûr, là, avec une installation aussi sommaire, ça reste très agrégé, j'allais dire. Mais il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui commencent à travailler sur des solutions beaucoup plus précises, qui pourront vous aider à faire en sorte de remonter des informations qui ont du sens. Forcément, c'est aussi à mettre en lien avec ce que vous pouvez faire sur mobile. J'imagine que vous êtes déjà un certain nombre à avoir entendu parler des beacons, par exemple. C'est un terme très à la mode en ce moment, sur comment est-ce que je vais pouvoir savoir où sont les gens dans mon magasin, dans quel rayon ils sont, comment est-ce que je peux répondre à l'affluence, par exemple. Je suis une chaîne de supermarchés, j'ai une affluence importante autour de mes caisses. Automatiquement, je mets en place des systèmes pour que j'ouvre des nouvelles caisses. Je m'adapte en fait de manière à pouvoir offrir l'expérience client la plus satisfaisante possible. Le point qui est forcément compliqué autour de ces sujets-là, c'est le même que sur les cross-device, c'est-à-dire réussir à réconcilier autour d'un utilisateur unique ce qui se passe online et ce qui se passe offline. Les mobiles peuvent apporter une réponse, le marché cherche encore un peu là-dessus, mais c'est vrai que le mobile, du coup, comme on l'emmène avec nous lors de nos achats offline, il peut permettre de faire le lien entre ce qui se passe sur Internet au sens large, quel que soit le device, et ce qui va se passer dans les magasins. Mais en tout cas,
aujourd'hui, et c'est le sens de ce slide un peu techos ou geek, c'est de dire que l'utilisation d'un outil de web analyse, Universal Analytics en l'occurrence, pour traquer des interactions offline et envoyer ces informations dans un système cohérent avec vos données online, c'est plus de la science-fiction, c'est quelque chose de totalement accessible. La preuve du concept, on peut la faire assez facilement et pour pas très cher. La difficulté, elle sera la même que sur le tracking de vos sites en ligne. C'est qu'est-ce que j'envoie, à quel moment, quel type d'information. Bref, voilà, vous avez l'habitude de faire des plans de tagage de vos sites et de vos applis mobiles. Vous allez bientôt faire des plans de tagage de vos magasins. Mais on est aujourd'hui clairement sur cette logique-là pour avoir une vision la plus unifiée possible des comportements utilisateurs sur l'ensemble des points de contact qu'ils peuvent avoir avec vos marques. Merci beaucoup. Alors, juste avant de prendre une question, ce que tu nous dis, c'est que finalement, Google Analytics, il ne fait rien tout seul. C'est au e-commerçant, à l'annonceur, d'envoyer les informations sur son site mobile, dans son magasin. Et à partir de ces informations, on essaiera de réconcilier les visites et de faire les liens. Oui, complètement. Mais alors, effectivement, c'est la force de Google Analytics sur la partie online, c'est d'être un outil avec un paramétrage relativement simple. En magasin, pour l'instant, comme c'est encore moins mature, le paramétrage est important. Mais en tout cas, pour peu qu'on spécifie clairement ce qu'on veut avant, aujourd'hui, c'est relativement accessible et peu coûteux de faire remonter des informations pertinentes sur ce qui peut se passer dans le monde physique, dans votre outil d'analytics. Merci beaucoup. Alors on a eu quelques questions, justement sur ce tracking des achats en magasin. Comment est-ce que chez Galeries Lafayette, vous envisagez du coup de traquer les achats qui sont faits en magasin via un comportement connecté? Est-ce que vous avez des choses, des projets que vous souhaitez partager? Oui, on en a quelques-uns. Nous, tout l'intérêt d'un outil comme celui-ci serait par exemple de l'installer à chaque caisse. Et ce qui nous serait très intéressant pour nous serait de traquer nos clients encartés, donc qui ont des cartes de fidélité Galeries Lafayette. Étant donné que ces cartes sont à la fois utilisables sur galerielafayette.com et en magasin, cela nous permettrait de croiser les ventes de nos clients encartés et d'avoir un identifiant unique aux clients. Et donc, étant donné qu'on a les infos de trafic sur Google Analytics, ça nous permettrait du coup de croiser ces données d'habitude de visite de pages produits, de différentes pages catégories, avec ses habitudes de consommation en magasin et de lui proposer un contenu parfaitement adapté une fois en magasin. Très bien. Alors, toujours un petit peu dans ce domaine-là, on a vu que la solution Universal Analytics fonctionne sur le login des visiteurs. Est-ce que du coup, vous avez mis en place une stratégie spécifique pour inciter le login sur vos différents sites? La politique actuelle n'est pas d'inciter au login. Sur le site, le login devient obligatoire qu'à l'entrée du tunnel de commande. En revanche, nous avons une part croissante de nos utilisateurs qui sont identifiés sur le site, mais pas encore authentifiés. Donc l'identification est déjà une première étape qui devient très importante pour nous. On la conserve. La prochaine étape serait de passer à l'authentification, mais ce n'est pas pour l'instant dans la politique du site. Alors, plus concrètement, Arnaud, juste avant de passer à la question suivante, derrière identification, il y a quoi? C'est l'apparition de mon nom quand j'arrive sur le site et qu'on me dit bonjour. Vous êtes reconnu, vous avez votre nom en dessous du symbole votre compte et vous pouvez vous connecter, vos informations d'identification seront déjà remplies, il faudra à ce moment-là vous identifier en les validant tout simplement. Alors on a vu des taux de conversion sur mobile 3 fois plus faibles que sur le desktop. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier avec le paiement et notamment la sécurité du paiement sur mobile qui est un frein principal justement sur les conversions depuis un smartphone? Ce n'est pas quelque chose qu'on a encore réussi à mesurer.
En revanche, on en est conscient, on sait que dans les habitudes de consommation, il est généralement plus difficile de sortir sa carte de paiement et de rentrer des informations de paiement sur mobile. C'est quelque chose qui a donc été... Enfin, on ne sait pas si vraiment ça s'applique au paiement, mais du moins l'étude menée avec Converteo et Google a permis de montrer que ce n'était pas sur mobile que les achats étaient passés, mais sur les autres devices. Sur ce point-là, moi j'ai une expérience avec un autre client qui est aussi un des plus grands e-commerçants français, où on a eu effectivement des chiffres un peu confirmatoires sur cette question-là. À partir du moment où ils ont déployé sur mobile la capacité à utiliser les cartes bleues qui avaient été enregistrées, y compris sur desktop. Le taux de passage de leur page paiement s'est amélioré d'à peu près 10 points sur cette période-là. Donc, on a pu mesurer très concrètement quel était le frein à la saisie d'informations bancaires sur un device mobile. Alors, sur ces 10 points, combien était dû à ça me casse les pieds de saisir sur mobile parce que c'est un formulaire et c'est un peu long, versus combien était dû à j'ai pas envie parce que j'ai peur sur mobile de saisir mes informations bancaires et que quelqu'un soit en train de regarder ce que je fais. On ne sait pas le dire, mais en tout cas, très clairement, il y avait un frein spécifique sur le mobile à la saisie du numéro de carte bleue. Et peut-être une dernière question avant de passer à la suite sur la stratégie de pricing. Donc, vous positionnez comme un acteur omnicanal. Est-ce que du coup, il y a une transparence des prix entre le online et l'offline Absolument. Les prix sont les mêmes en magasin et sur galerifayette.com. Quand une opération est menée en magasin, elle est également répercutée sur le site. Et toutes les offres qui sont proposées sur galerifayette.com le sont en parallèle d'autres offres proposées en magasin de manière à ne pas cannibaliser les ventes en magasin. Les mentalités ont évolué au sein du groupe. Le site e-commerce n'est plus du tout considéré comme un concurrent des magasins, mais comme étant parfaitement complémentaire à l'expérience consommateur de tous nos visiteurs. Excellent. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est qu'on continue et puis on reprendra peut-être quelques questions pour Julien et pour Romain à la fin de l'intervention. Merci encore. Alors, dernière partie, c'est la partie technique. C'est celle où on va apprendre à faire les choses dans l'interface, avec l'interface et avec la solution Google Analytics. Donc, le cross-device tracking, comment ça marche? Comment est-ce que je l'implémente? Et comment est-ce que je m'en sers? Alors, si on reprend un peu notre parcours de la dernière fois. On a un utilisateur, il vient sur le site, il visite votre site pour la première fois avec son mobile, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Il arrive au bureau, il n'a pas terminé sa visite. Là, il voit un produit qui lui plaît, et là, il va se connecter. Donc, il va se connecter parce qu'il va ajouter ce produit à sa wishlist, il va l'ajouter à son panier, il veut le sauvegarder pour pouvoir y avoir accès plus rapidement par la suite. Il part du bureau, il reçoit un email qui va lui dire « Vous avez ajouté ce produit à la wishlist, souhaitez-vous l'acheter ?» Il va cliquer sur l'email avec son mobile et il va revenir sur le site. Encore une fois, on parlait de cette différence entre identification et authentification. Là, sur son mobile, le visiteur, il ne va pas être authentifié, mais il va être identifié. En ayant cliqué sur ce mail qui lui est propre et qui lui est personnel, il va arriver sur le site pour retrouver une expérience qu'il a déjà eue auparavant sur son desktop. Il va se connecter à la maison avec son laptop, mais il ne va pas s'identifier, il ne va pas cliquer sur le mail. Donc il va continuer à comparer les produits, à voir les produits. Et puis, on l'avait vu, il revient au bureau. C'est le même ordinateur, il se connecte. Bonjour Bertrand, il est identifié. Et il va terminer sur son mobile. Et là, pareil, il serait identifié. Donc, on a un utilisateur qui se connecte et on arrive à le reconnaître d'un device à l'autre. Qu'est-ce qui se passe techniquement
pour ces navigations qui sont connectées. Donc pour toutes les visites et pour tous les points de contact de votre utilisateur avec le site sous ses différentes formes, vous allez à chaque fois envoyer des informations à Google Analytics ou toute autre solution de tracking, mais on va parler de Google Analytics plus particulièrement. Par contre, pour les sessions où il va être identifié, vous allez envoyer une information supplémentaire à Google Analytics qui va être un identifiant unique qui va permettre de connaître et de reconnaître la personne. Cet identifiant, c'est vous qui le fournissez. Ce n'est pas Google, c'est vous. Une fois que vous avez fourni cet identifiant à Google Analytics va faire le lien entre ces différentes sessions. Il va juste se rendre compte qu'on parle du même identifiant. Donc, parlant du même identifiant, on a très certainement la même personne derrière. Et on va essayer de réunir ces différentes sessions dans le back-end. Et à partir de ces sessions, ces identifiants, on va construire des rapports dédiés qui vont être dédiés à cette navigation cross-device. Et donc ces rapports, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir uniquement les sessions de navigation où l'utilisateur était logué ou identifié sur le site. Donc il va considérer que cette personne-là, elle est venue une fois avec un desktop, une fois avec un mobile, une fois à nouveau avec ce desktop et une fois avec un mobile. Elle va compiler ces informations et elle va vous fournir des rapports dédiés. Vous remarquez bien que dans ces rapports, il n'est nulle part question d'identifiant utilisateur. Donc cet identifiant utilisateur que vous fournissez à Google Analytics, il ne sert qu'à la déduplication dans le back-end. À l'intérieur de l'interface, et on le verra, vous n'avez aucun rapport qui vous permet d'accéder à l'identifiant d'utilisateur. On est bien là, toujours, dans la différence entre un outil de web analyse et un outil de CRM. Dans l'outil de web analyse, on s'interroge sur les masses et on essaye de créer des segments à partir de ces masses. Dans l'outil de CRM, on s'interroge sur l'individu et à partir de l'individu, on crée des buckets là-dessus. Donc les deux approches sont similaires mais complètement différentes dans leur clé d'entrée et clé de sortie. Comment est-ce qu'on installe ça techniquement sur son site? Donc, pour installer cette fonctionnalité de cross-device, il faut absolument que vous ayez Universal Analytics. Universal Analytics, c'est quoi? On en a parlé, c'est la dernière version du code de suivi de Google Analytics. Donc, ça veut dire qu'on ne change pas d'outil, donc ce n'est pas un nouvel outil, ce n'est pas une nouvelle interface, c'est une nouvelle manière de collecter l'information. C'est une manière plus rapide, plus robuste et qui permet de collecter plus d'informations. Techniquement, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire que vous devez installer des codes spécifiques pour Universal Analytics. Je suis persuadé que la plupart d'entre vous l'a déjà. Si vous avez ouvert un site et si vous avez implémenté une solution de web analyse dans les 6 derniers mois, grande chance que ce soit Universal Analytics et pas l'ancienne version de Google Analytics. Comment est-ce que je vérifie si j'ai Universal Analytics ou pas? Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller regarder dans mon code source. Dans mon code source, si la solution est installée directement dans le code source, dans ma solution de tag management, si ma solution de web analyse est installée à travers un tag manager. Et là, en fait, je vais juste chercher dans le code cette suite de caractères, puisqu'en fait, c'est ce qui définit la solution Universal Analytics. Et en fait, si vous trouvez un create dans les fonctions qui sont appelées, c'est que vous avez Universal Analytics. Si vous ne trouvez pas, ça ne veut pas dire que vous ne l'avez pas forcément, mais ça veut dire que vous devez vous interroger un peu plus profondément et demander un peu à l'IT ou à des gens qui se chargent de ça s'ils l'ont installé et sinon, quand est-ce qu'ils comptent le faire, parce que c'est surtout ça qui compte. À partir de là, comment est-ce que j'implémente Cross-Device Tracking? Cross-Device Tracking, c'est la fonctionnalité qui nous permet et qui vous permettra d'avoir la même approche qu'ont eu les Galeries Lafayette avec Converteo et d'avoir accès à ce type de rapport et à ce type d'analyse. Donc, j'ai une activation dans l'interface. Dans l'interface, je vais annoncer à Google Analytics l'ouverture de cette base de données et ma volonté propre, en tout cas, de collecter les user ID et de faire une déduplication des visites à partir de cette clé d'analyse. Qui est-ce qui fait ça? Évidemment, c'est le côté marketing. Enfin, ce sont les gens qui ont accès à l'interface. Il suffit juste d'avoir un accès d'administration à l'interface. Combien de temps ça me prend? Ça prend 5 minutes top chrono. Et encore, c'est 4 minutes pour trouver la fonctionnalité dans la section administrateur et moins d'1 minute pour l'activer. Une fois qu'on a fait ça, on a fait un tiers du travail.
L'autre tiers, en fait, c'est vraiment l'implémentation de ce User ID, donc de cet identifiant qu'on va remonter au moment de la visite et au moment où les pages sont vues, les actions sont réalisées sur le site. Et ça, c'est une implémentation qui est technique. Donc on l'a vu, ça se passe dans le code de suivi et ça nécessite évidemment un investissement en temps et en ressources. Alors, je vous mets 3 jours, c'est juste pour vous donner une idée. Tout dépend en fait évidemment des CMS que vous utilisez, de la manière dont vous implémentez les solutions et de la flexibilité, l'efficacité de vos équipes. Mais il y a peu de chances que ça dépasse les 3 jours. Comment est-ce qu'on implémente ça concrètement? Alors, en fait, on va juste chercher le code qui est implémenté sur toutes vos pages et on va remplacer ce code. On va même pas le remplacer d'ailleurs, on va juste ajouter cette fonctionnalité User ID. Donc, vous voyez les différences entre les deux. On a juste un endroit, on va déclarer de manière précise à Google Analytics l'identifiant que vous souhaitez donner à l'utilisateur qui se connecte à votre site. Facile. Et donc là, on arrive à la troisième partie qui concerne plus l'utilisation de cette interface et la manière dont ça apparaît dans les rapports. Donc on en a parlé, vous installez la solution, Google Analytics dans son back-end va collecter les User ID, il va lui-même dédupliquer les visites et il va vous présenter ces résultats dans des rapports qui sont dédiés, qui sont des rapports neufs. Et ces rapports, c'est ici que ça se passe. Et alors, ce que je vous propose, c'est sans plus attendre de passer dans l'interface et d'essayer de regarder nous-mêmes ce qu'on arrive à en trouver. Est-ce que... Ah, non, c'est activé, magnifique. Alors, quand vous vous connectez à Google Analytics, en général, vous arrivez sur ce rapport-là. C'est le rapport d'audience, c'est le rapport qui vous montre les grandes clés de votre site, le nombre de visiteurs, le nombre de sessions, le temps passé, etc. Nous, toutes nos analyses qui sont cross-device concernent l'audience. Donc, c'est comment est-ce qu'on qualifie cette audience? Est-ce que cette audience est multi-device? Est-ce qu'elle est mono-device? Et comment est-ce qu'elle vient sur le site? Donc, ces rapports de cross-device, ils vont apparaître ici, à l'intérieur de l'interface, dans une section qui est dédiée et que normalement, vous ne pouvez pas voir tant que vous n'avez pas activé dans l'interface cette fonctionnalité de cross-device. Ces rapports, ils sont au nombre de 3, donc ce n'est pas énorme. On n'a pas beaucoup de rapports, mais par contre, l'éventail de questions auxquelles on peut répondre est, lui, par contre, assez étendu. Ce premier rapport, en fait, c'est un rapport qui vous présente un overlap des différents devices. Donc, finalement, il va nous permettre de répondre aux questions. Comment est-ce que les gens viennent sur mon site? Est-ce qu'ils viennent uniquement avec une tablette et un mobile, avec un mobile et un desktop, ou avec les 3 en même temps? On a un rapport qui, lui, est bien plus fouillé et qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin. C'est un rapport qui vous donne, un peu comme les rapports d'attribution, si vous vous souvenez, dans l'interface, qui va vous donner les séquences d'utilisation des différents devices pour se connecter à votre site. Et puis on a un dernier rapport qu'on utilisera un peu moins, qui est un rapport d'acquisition et qui, lui, va se poser la question de savoir quel était le device à l'origine des parcours et à l'origine potentiellement des transactions à ce niveau-là. Donc si on revient 20 secondes sur l'interface juste avant de se repencher dessus, le problème des interfaces de Web Analyst, c'est que vous pouvez y passer des heures sans rien apprendre en fait, d'autre que ce que une certaine curiosité, et comme toute curiosité malsaine, va vous guider. Donc la question qui se pose là, c'est la question de l'analyse. Comment est-ce qu'on analyse? Pour bien analyser, en fait, ça se passe en 3 étapes. La première, c'est toujours de poser les questions. Donc, de définir des problématiques précises et il faut que ces problématiques absolument fassent sens au niveau business. Donc ça, vous le savez déjà, je n'ai pas besoin de vous le redire. Une fois qu'on a ces problématiques et ces questions, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir des indicateurs pour pouvoir y répondre. Et ces indicateurs, il faut qu'ils soient concrets, actionnables et comparables.
Donc, c'est des indicateurs qui sont forcément chiffrés. Et puis, la dernière étape, en fait, c'est qu'on va essayer de comparer ces indicateurs à des benchmarks, internes ou externes. Les benchmarks externes, je pense que vous le savez bien, c'est denrées rares, toujours assez difficile de se comparer au marché. Donc, en fait, d'ailleurs, surtout sur des questions aussi précises et aussi pointues que celles du cross-device. Donc, les benchmarks qu'on va prendre, là, a priori, ça va surtout être des benchmarks internes. Et qui dit benchmark interne dit benchmark historique. Hein. Donc, je vais regarder mon indicateur en rapport à ma question et je vais le regarder sur la durée. Donc, je vais le regarder de manière historique, savoir s'il est en amélioration enfin en augmentation ou en diminution par rapport à un indicateur historique. Autre benchmark interne que vous pouvez trouver, c'est vous avez plusieurs sites qui n'ont pas forcément la même activité, mais des activités similaires dans le groupe, et vous allez comparer un site à un autre site à partir de ces benchmarks. Et puis, troisième type de benchmark, donc évidemment le benchmark externe, vous comparez au marché, à la performance de marché, ou alors vous comparez à des pays externes qui auront des caractéristiques similaires mais qui ne sont pas exactement les mêmes. Donc si on revient dans l'interface, les questions qu'on va se poser en fait finalement sur le cross-device, elles ne sont pas très loin des deux questions principales qu'on se posait au tout début de cette présentation. Vous vous souvenez, on a une question média, comment est-ce que j'optimise de manière globale mon mix média par rapport à tous ces inputs et toutes ces informations au regard de l'attribution. Et puis on a une question site, comment est-ce que j'optimise le parcours de mon utilisateur là-dessus. Évidemment, ces questions, elles sont tellement larges et elles font intervenir tellement d'indicateurs et tellement d'éléments qu'il est difficile d'y répondre comme ça directement dans l'interface. Par contre, ce qu'on peut faire, et on va le faire pour l'exemple, on ne le fera pas en entier, parce que Dieu sait que c'est des analyses qui sont longues, Converteo peut en témoigner, c'est de splitter ces questions en sous-questions. Et pour nous, en fait, les questions autour du multi-device, c'est les suivantes. Hein. C'est quelle part de mon revenu est multi-device? Quelle part de mon revenu est mono-device? Ça, je vais le comparer en fait à la part de mes investissements. Comment est-ce que j'investis mon revenu sur les différents devices? Est-ce que je mets 90% sur le desktop parce que c'est ce qui me rapporte le plus? Est-ce que c'est mon point de contact principal avec mes utilisateurs? Est-ce que j'ai une vision qui est un peu plus multi-écran et je vais splitter mes revenus de manière un peu équivalente? Derrière ça, il y a toujours une question de rentabilité, et cette rentabilité, elle se calcule tout d'abord en essayant de mesurer la part de revenus qui va être multi-device à ce niveau-là. La deuxième question, c'est cette part de revenus, elle est générée par combien de mes utilisateurs? Donc j'ai une part du revenu qui est multi-device, combien de mes utilisateurs sont à l'origine de cette part de revenu multi-device? La deuxième typologie de question qu'on peut se poser aujourd'hui là, c'est quelle est la part de mon revenu qui est directement initiée par le mobile? Donc le mobile, vraisemblablement, ne m'apporte pas de revenus ou assez peu de manière directe et de manière finale. C'est ce qu'on voyait au début de la présentation sur le marché. Et donc on se pose la question de savoir quelle part de cette revenu va être initiée par le mobile mais pas terminée par le mobile. Et puis troisième type de question qu'on peut se poser aujourd'hui, finalement elle est globale, hein, c'est celle du ROI des utilisateurs, on en parlait au tout début. Donc si on essaie de répondre à la première question, quelle part de mon revenu est multi-device? Ce qu'on va faire, c'est que la réponse là, une fois n'est pas coutume, elle est accessible directement dans l'interface. Et donc on va se connecter à ce premier rapport, qui est le rapport de device, d'overlap de device, qui va nous dire, finalement, quand on regarde dans le tableau, quelle part de mes utilisateurs et quelle part de mon revenu a été générée par des gens qui sont venus avec du desktop et du mobile, avec du desktop, du mobile et de la tablette, seulement avec du desktop, seulement avec du mobile ou seulement avec de la tablette. Donc, quand vous essayez de compiler un peu les chiffres que vous observez là, vous voyez que le total fait 100. C'est l'avantage des pourcentages dans ces rapports. On va trouver que finalement, la part de mon revenu multi-device, donc là on a un compte de démo malheureusement, donc on n'a pas accès à des chiffres qui sont forcément pertinents, mais vous, quand vous installerez cette solution sur vos sites, vous aurez accès à des chiffres assez précis sur le revenu généré par chaque combinaison de devices. Et donc là, c'est ici qu'on va répondre à cette question de quelle part de mon revenu est multi-device et par quelle part de mes utilisateurs est-ce qu'elle est générée. Deuxième question, on s'interroge plus sur les chemins complets de conversion. Et là, on va se poser la question de la part du revenu directement initié par le mobile.
Cette part du revenu initiée par le mobile, en fait, elle va être accessible là-dedans avec une petite manipulation du rapport. Tout d'abord, une manipulation sur les chemins. Ce qu'on veut voir sur ces chemins, c'est uniquement les chemins qui convertissent, donc les chemins qui se terminent par une transaction, ce n'est pas l'ensemble des chemins. Et c'est ici qu'on va devoir appliquer cette petite manip. Donc on va lui demander de nous montrer les chemins qui ont lieu avant, et là vous avez le choix, avant une transaction, avant une certaine page, ou avant quelque chose de ce type. Donc vous l'avez vu, nous on n'a aucune transaction, donc si je fais ça, normalement, j'aurai aucun chemin. Mais par contre, on a des pages dans notre démonstration, et donc on va utiliser une page pour vous montrer ces menus. Alors on a des rapports ici. Pardon. Et là, on va lui demander de m'afficher tous les chemins avant qu'une certaine page ait été vue, et c'est la page achat dont on parle. C'est les aléas du direct. Bon, il semblerait qu'on a un petit problème d'Internet. Ils ne permettent pas d'accéder à l'interface, mais vous avez compris un peu le chemin. Donc, on a une chose à faire, c'est bien définir ce qu'on cherche. Et bien définir ce qu'on cherche, ça passe par isoler les chemins qui vont se terminer par une transaction ou par une action qu'on aura identifiée. La deuxième étape à réaliser, une fois qu'on a identifié ces chemins, donc là, voilà. On va revenir à un état initial qui était satisfaisant. À partir de ces chemins, en fait, ce qu'on va lui demander, c'est de m'afficher uniquement les chemins qui commencent par du mobile. Hein. C'est ce qu'on cherchait à identifier ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cette boîte de recherche pour lui dire de m'afficher uniquement les chemins qui commencent par du mobile. Et en faisant ça, il a fait uniquement le tri entre les lignes pour m'afficher en fait des chemins de device qui, eux, vont être débutés par du mobile. Commencer par du mobile, se terminer par le desktop, etc. Il va m'afficher le nombre d'utilisateurs, le nombre de sessions, un peu moins intéressant, mais surtout le nombre de transactions et la quantité de revenus générés par ces chemins qui auront commencé par du mobile. Donc dedans, on a des chemins qui ont commencé par du mobile, mais pas forcément terminés par du mobile. Certains d'entre eux, ici, la ligne 3, se sont terminés sur mobile. Si vous voulez avoir uniquement les chemins qui commencent par mobile, vous pouvez appliquer des conditions multiples à ces filtres et filtrer uniquement les lignes qui vous intéressent. On n'ira pas plus loin parce que ce n'est pas forcément l'objet. La dernière question qu'on se posait, c'était celle du ROI. Alors le ROI, c'est tellement complexe comme question que, évidemment, la réponse entière ne se situe pas dans l'interface de Google Analytics. La réponse, vous en avez une partie, puisque vous connaissez les niveaux de dépenses que vous avez sur chacun des devices. Vous connaissez aussi les niveaux de dépenses que vous avez sur chacun des médias et les niveaux d'investissement autres qui ne rentrent pas forcément dans les calculs de ROI classiques. Nous, Google Analytics, on connaît les niveaux de revenus qui sont générés et le nombre d'utilisateurs, mais on sait aussi d'où viennent ces utilisateurs, puisque, vous le savez, dans d'autres rapports de Google Analytics, vous avez accès aux rapports de médias qui nous permettent de mesurer la provenance des utilisateurs et la pertinence de vos campagnes médias. Ces rapports médias, ils sont toujours présents dans l'interface, ils sont toujours utilisables, ils sont évidemment utilisables avec des segments qui vont faire appel à ces nouveaux rapports cross-device. Et c'est là le véritable intérêt d'avoir une nouvelle fonctionnalité dans Google Analytics, mais que vous pouvez leverager pour utiliser tous les rapports que vous utilisez déjà maintenant et répondre à d'autres questions. Donc comment est-ce qu'on met en place un segment pour répondre à cette question? En fait, on va aller se placer dans la partie acquisition, dans votre rapport préféré de la partie acquisition, qui est le rapport tout le trafic. Et dans ce rapport-là, en fait, on va lui demander d'appliquer un segment. Évidemment, aucun segment proposé par défaut ne vous permet d'accéder à cette information. C'est à vous de le fabriquer. Et pour fabriquer ce segment, en fait, on va utiliser les conditions avancées de séquence qui nous disent que l'on veut inclure uniquement des utilisateurs dont la première interaction était
mobile. Et cette interaction-là, on la définit en utilisant les dimensions proposées par Google Analytics. Vous donnez un nom à ce segment. Vous sauvegardez et vous appliquez. Et vous avez ici toute l'information de vos sources de trafic disponibles en utilisant cette dimension de cross-device et ces nouveaux rapports dans Google Analytics. Donc voilà pour la petite démo que je voulais vous montrer. Je pense qu'on a encore un petit peu de temps pour prendre quelques questions à Arnaud à ce sujet. Alors, vous pouvez envoyer vos questions par SMS, sinon peut-être qu'on peut faire tourner un micro dans la salle. Bonjour, Ludovic Ronchot. J'ai pas bien compris comment vous arrivez à définir la part de revenus dans Google Analytics. Je comprends que c'est un outil de suivi du tracking entre les différents devices. Comment vous arrivez à plugger ça avec les revenus ou le chiffre d'affaires d'une enseigne? Alors, c'est ce qu'on voyait effectivement pas dans l'outil, mais avec Google Analytics ou tous les outils de web analyse, on peut remonter pour des sites de e-commerce les transactions qui sont réalisées sur le site. On va remonter le panier, le nombre d'articles dans le panier et le montant des paniers. Et donc, c'est des choses après qui sont rattachées dans Google Analytics et on peut avoir cette information sur le revenu. Non, juste pour compléter, donc, quand on parle de revenus ici, on parle de revenus en ligne. Donc on ne fait remonter que, en tout cas pour la majorité des sites e-commerce, que des transactions qui ont lieu sur le site et qui sont remontables. Évidemment, ces informations, c'est à vous de les fournir. C'est-à-dire que la solution en elle-même, elle n'analyse pas les comportements des utilisateurs au point de capter les transactions au moment où elles sont faites. Donc c'est à vous de fournir les informations de transaction via des scripts au moment où la transaction est faite, si jamais vous voulez croiser ces informations de revenus avec des informations de dépenses et des informations médias. Voilà. Merci. Une autre question? Eh bien, y a-t-il une autre question sur votre tablette? J'ai pas vu la main. Bonjour. Comme les utilisateurs changent de device, en fait, ils perdent leur panier à chaque fois ou la seule solution, c'est justement d'envoyer un email pour rappeler ce qu'ils avaient dans leur panier. Comment on fait, en fait, pour ne pas perdre de l'information entre deux visites? Julien. Alors, à vrai dire, le fait de perdre les produits dans son panier, ça va dépendre d'un site à l'autre. Des e-commerçants peuvent faire le choix de proposer une persistance du panier et donc de retrouver ces produits, peu importe la device. En revanche, ça peut être également une stratégie des commerçants de ne pas permettre cette persistance du panier liée au fait il y a une demande, par exemple. S'il y a une forte demande sur un produit et qu'on sait que le produit sera vendu, on peut paramétrer la persistance du panier sur une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Donc c'est vraiment un choix purement arbitraire au final, réalisé par les différents e-commerçants. Pour compléter, ce choix métier que vous faites, c'est aussi derrière un choix technique. C'est-à-dire que je pense que dans votre question, il était induit le fait que le panier était stocké dans les cookies.
et que du coup ils étaient liés à un device en particulier. Dans le cas par exemple des Galeries Lafayette où il y a un panier persistant, le panier lui il est stocké en lien avec l'identifiant. Donc du coup effectivement ça nécessite quand même que la personne soit identifiée sur les deux devices pour qu'elle puisse les récupérer, ce qui pose notamment parfois des problématiques de fusion de plusieurs paniers constitués sur des devices différents, etc. Donc c'est pas un sujet simple, effectivement, mais la vraie question, c'est de savoir est-ce qu'on le lie à l'identifiant, donc à la personne, ou est-ce qu'on le lie à un cookie, donc forcément effectivement à un seul device. Voilà. Oui. Alors, on a une question. Faut-il inciter à l'authentification sur son site pour pouvoir faire marcher l'identification cross-device? J'ai le micro, je garde la main. Alors, pour faire simple, on peut faire une réponse courte qui serait oui. C'est-à-dire que forcément, le tracking cross-device nécessite une identification. Alors, il y a une subtilité dont tu as parlé tout à l'heure, Julien, entre l'identification et l'authentification. En gros, l'authentification, c'est quelque chose qui est fort et qui doit donc durer assez peu de temps. Souvent, c'est une session qui va durer une trentaine de minutes. Et au bout de ces 30 minutes, on va vous demander de ressaisir votre email, enfin votre login et votre mot de passe. L'authentification en elle-même n'est pas nécessaire. Par contre, l'identification, oui. Donc l'identification, elle passe souvent justement par un système de cookies. C'est ce que vous allez pouvoir constater. Vous allez sur le site des Galeries Lafayette. Vous n'êtes pas authentifié et pourtant, moi j'arrive et je vois bonjour Romain, retrouvez votre panier. Donc à condition d'avoir un compte et de mettre un jour authentifié et que je n'ai pas effacé mes cookies, etc. Enfin bon, toutes les limites habituelles. Donc oui, c'est important du coup d'avoir des visiteurs qui soient identifiés. Voilà. L'authentification formelle et forte en elle-même n'est pas absolument indispensable. Sachant qu'au plus on laisse passer de temps entre l'authentification et la fin de l'identification, au plus on a des risques qu'elle soit moins fiable. Et pour compléter, du coup, ça pose la question de comment est-ce qu'on pousse justement les gens à s'identifier sur le site. On a des parcours express où on n'est pas obligé de se connecter. Pour faire fonctionner donc le cross-device, il va falloir pousser les gens à s'identifier sur le site. Et ce n'est pas Google Analytics qui va faire ça tout seul. C'est vraiment au e-commerçant de pousser ces fonctionnalités. Alors, on parlait juste pour encore une fois compléter et vous donner ma vision des choses. Forcer la personne à s'identifier, c'est aller à l'encontre en fait d'une navigation classique, d'une navigation en tout cas fluide. Nous, ce qu'on veut quand on parle d'optimiser les parcours cross-device dans leur intégralité, c'est rendre la navigation plus fluide d'un device à l'autre et servir l'utilisateur. Donc l'utilisateur, il est au centre. Dans toutes les considérations qu'on peut avoir sur la user experience, il faut absolument que cet utilisateur reste au centre et que son expérience soit la plus fluide possible. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il s'identifie, c'est qu'il y a un vrai apport à l'identification. Mais la question, c'est est-ce qu'il est obligé de s'identifier au sens premier du terme, donc c'est celui qu'on utilise, à savoir créer un compte avec une adresse email, un mot de passe de 60 caractères, dont 3 numériques, 2 non, etc. Non, pas forcément. Comment est-ce qu'on rend la navigation plus fluide d'un device à l'autre? Est-ce que penser des nouvelles manières d'ajouter des produits à des wishlists ou de sauvegarder en fait des produits vus ou des comparaisons de produits, c'est pas là la clé. Est-ce que cette nouvelle manière, elle peut pas être centrée autour d'un identifieur unique qui serait l'adresse email? Est-ce qu'au moment où la personne sort du site, vous pouvez pas lui proposer d'entrer son email et de lui envoyer un résumé de sa navigation et qu'à partir de ce résumé, il continuera après? Est-ce qu'il n'y a pas des choses un peu plus simples? Bon, il y a toujours un email à rentrer, mais il y a un vrai bénéfice client. Et je pense que du point de vue de l'utilisateur, c'est vraiment ce qu'on cherche à faire. Une petite question encore. Je sais pas si. Donc juste ici, pour savoir si on pouvait faire la distinction en fait entre une application mobile et le site responsive, et si on pouvait ajouter ça en fait au parcours client, enfin, si on pouvait faire la distinction.
Alors oui, vous faites la distinction entre les apps et les applis mobiles. Alors c'est un sujet dans le rapport par contre d'overlap qu'on a vu tout à l'heure où effectivement on n'a pas la notion, quand on voit mobile, on ne sait pas forcément si c'est appli ou site mobile en tant que tel. Donc, mais c'est des rapports qui sont en constante évolution puisqu'ils sont relativement nouveaux. Donc nul doute que nos amis de chez Google fourniront bientôt la possibilité de distinguer appli mobile et site mobile y compris dans ces rapports-là. Mais sinon, par défaut, dans Google Analytics, vous pouvez traquer vos applis et vos sites mobiles de manière différenciée. Donc c'est juste une question d'intégration de cette différence-là à l'intérieur des rapports spécifiques, qui n'est pas encore faite, mais dans l'absolu, rien ne l'empêche. Peut-être que du coup, je vous laisse toucher un mot là-dessus si vous avez des choses à annoncer. Non, pas d'infos supplémentaires, mais pour paraphraser ce que tu viens de dire, en fait, dans les rapports qu'on a vus, on n'aura pas la possibilité. Donc, une connexion mobile sur le site et une connexion app, elles seront vues toutes les deux comme une connexion mobile, et c'est ce qu'on verra là. Par contre, ce que disait Romain, c'est que la possibilité de remonter cette information dans d'autres rapports de Google Analytics, elle existe. Et c'est ce qu'on vous incite à faire, hein, parce que les comportements sont différents, il faut absolument être capable d'identifier votre app d'un côté et votre site de l'autre. Ce que dit Romain aussi, c'est que le produit, il évolue. Ce genre de features, c'est évidemment les premières qui ont été demandées dans les équipes opérationnelles de Google dont on fait partie. Et ce sont certainement les premières qui apparaîtront dans les rapports pour vous donner un peu cet aspect-là. De la même manière, voir la différence entre un desktop à la maison, votre ordinateur de la maison et votre ordinateur de bureau, c'est pareil, hein, en fait, on ne verra pas les différences entre les deux. En tout cas, dans ces rapports, Google Analytics, lui, est capable d'interpréter cette différence et de vous la restituer dans d'autres rapports potentiellement. Merci beaucoup. Une autre question ? Et bien voilà, on a fait le tour. Comment est-ce qu'on conclut ? Merci à vous. Merci. Voilà. Ok, merci pour votre présentation. Est-ce que vous restez à disposition de ceux qui auraient des questions intimes à vous poser, voilà, qui n'osent pas poser avec un micro et 3 caméras? Merci beaucoup. La prochaine session est à 14h. On va parler international également, avec l'angle des startups, voilà, des cas de startups qui ont réussi leur exportation. À tout à l'heure, merci. Ça a été ? Merci.